Donc, tu nous as expliqué que dans la dépendance addictionnelle, il y a d'abord une montée des doses pour obtenir le même effet plaisant, puis ensuite on a un mal-être qui apparaît, on garde les doses pour ne pas avoir apparition du mal-être. Et dans ce cas-là, la technique de sevrage par le débranchement du programme ordinateur ne marche pas. À partir de là, je crois que tu expliques qu'au niveau des cartes cognitives et des neurosciences, ce qui va se passer dans les circuits, notamment du plaisir, je pense. Exactement. Bon, dans les addictions, quand on supprime le comportement, effectivement, on a un mal-être. Et donc cette pratique de déprogrammation dont on a parlé est contre-productive et même nocive. Donc, quand on a une vraie addiction avec cette notion de mal-être, il faut rentrer dans le contexte addictif vrai et se baser sur la neuroscience, parce que vous connaissez mon habitude, il faut traduire toutes les plaintes que le sujet amène en phénomène de transe pour pouvoir agir efficacement et rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une addiction? On supprime le mauvais comportement à la personne, parce que selon les principes opposants, l'arousal et les principes opposants des neuroscientifiques, on consomme pour avoir un bien-être. Par contre, on est obligé d'augmenter les doses. On augmente les doses. Par contre, le bien-être n'augmente plus. Par contre, le mal-être, selon les principes opposants, devient de plus en plus intense et les gens ne consomment plus pour le bien-être, mais pour neutraliser le mal-être. Et là, notre première intervention consiste à leur apprendre par l'auto-hypnose à avoir le bien-être qui est au moins aussi efficace que le mal-être provoqué par l'arrêt de la substance. Et ça, un jour, un jeune qui était venu pour préparer un examen, à la fin de la séance, il s'étire, comme ils le font souvent, en me disant, ouvrez les guillemets, « Oh putain, tout bip, c'est mieux qu'un joint ». Et donc, effectivement, il a illustré dans son monde à lui ce principe des opposants. Donc, ces personnes-là, il faut d'abord leur apprendre à créer par l'auto-hypnose un bien-être au moins équivalent au mal-être, et ils peuvent après utiliser l'auto-hypnose pour neutraliser le mal-être et ne plus être obligés de consommer. Ça, c'est une première approche. Après, il faut tenir compte des cartes cognitives. Chez les addictifs, ils ont créé une carte cognitive où simplement la pensée de la substance les amène à se diriger vers la substance avec cette décharge de dopamine qui est à l'origine du circuit du plaisir. C'est le marquis de Sade qui disait quelque part « Ah, marquise, j'ai de l'appétence pour vous ». Cette idée-là provoque, à mon avis, un flux de dopamine. Par contre, pour obtenir le plaisir, il doit consommer la marquise pour, en retour, par un autre circuit de neuromédiateurs, obtiennent le plaisir. Donc, c'est une boucle. Et donc, si on modifie la carte cognitive de cette appétence par nos techniques d'hypnose, on neutralise cette carte cognitive, on la remplace par une carte cognitive plus positive, un petit peu sur le même principe que j'utilise dans les phobies. Les gens viennent peur de l'avion, ils sortent, ils ont une nouvelle carte cognitive, même pas peur, qu'ils activent en rentrant dans l'avion, et c'est la nouvelle carte cognitive qui s'enclenche et qui provoque les mécanismes salvateurs. Donc, dans les addictions, c'est pareil. On modifie une carte cognitive, on la remplace par une autre, et finalement, ils enclenchent la nouvelle carte cognitive, même pas besoin. Alors, je t'interromps parce qu'il y a des gens en hypnose qui font des sevrages par les méthodes d'aversion, c'est-à-dire ils rendent par exemple la cigarette quelque chose de désagréable et quand la personne fume, elle n'est pas bien. Toi, ta modification de carte cognitive, elle est de quel type? Alors, je suis absolument contre ces techniques d'aversion. On est bien d'accord. Prenez un fumeur, vous le rendez aversif, vous le désocialisez.
il ne pourra plus jamais être dans un milieu de fumeurs parce que rien que l'odeur du tabac, il va courir aux toilettes pour vomir. Il faut jamais faire ça. Pour moi, c'est pas possible. Et tous les autres comportements, prenons un alcoolique, bien sûr. Dans un milieu de buveurs, il va enclencher sa carte cognitive, consommation. Si on le rend aversif, il pourra plus fréquenter un milieu de buveurs. Par contre, s'il a une carte cognitive, même pas besoin, il peut être dans une soirée, il peut être entouré de buveurs excessifs, et il pourra facilement dire non merci, je ne bois pas. Alors, dans le colloque de la revue Hypnose et Thérapie Brève sur les addictions, j'avais été très frappé par le fait que quand on fait un sevrage alcoolique complet, après les gens ne boivent plus du tout d'alcool et ils sont stigmatisés comme alcooliques repentis. Et c'est un gros problème social. Et c'est un frein à l'arrêt de l'alcool. Alors, justement pour répondre à ça, parce que dans toutes mes méthodes, la stigmatisation, bien sûr, c'est d'ailleurs le gros problème du buveur excessif en société. Ah, t'as arrêté, t'as peur en rentrant que maman t'attende avec le rouleau à pâtisserie, etc. Oui, bien sûr. Par contre, dans toutes mes méthodes, j'ai introduit la notion de fierté. C'est-à-dire, en ayant arrêté, je suis fier. Je suis fier de ce que j'ai fait et c'est cette fierté qui va remplacer, qui va permettre de neutraliser la stigmatisation. Je suis fier d'avoir arrêté. Moi, je suis fort. Vous êtes les faibles. C'est cette notion-là qui est primordiale. Moi, je suis fort. Vous êtes les faibles.